Bonjour et bienvenue dans ce cours de création de site web avec WordPress. Pour cette première séance, nous allons travailler sur l'introduction. Nous passons au plan. Alors, pour cette première vidéo, nous allons aborder les points suivants. Dans un premier temps, nous allons nous attaquer à la présentation des termes clés et des définitions. Ensuite, nous allons progresser avec le fonctionnement du web, puis le fonctionnement d'un site web. Ensuite, nous allons progresser avec le métier de développeur web. Nous allons présenter également quelques CMS et leur fonctionnement. Et nous allons terminer par des exercices d'application. Passons sans plus tarder au premier point qui concerne donc la présentation des termes clés. Nous allons définir ici quelques points particuliers, à savoir Internet, le web, les serveurs web, les hébergeurs, les hyperliens, les adresses web et également les CMS. Alors, Internet. Internet, c'est un réseau informatique mondial qui permet d'échanger et de partager des informations qui sont contenues dans des ordinateurs et réparties aux quatre coins du monde. D'une manière simplifiée, Internet peut être vu comme un réseau de réseaux. Passons donc sans plus tarder au prochain point qui est le web. Alors, le web, c'est l'ensemble des données, images, vidéos, textes, sons et bien d'autres qui sont reliés par des liens hypertextes et qui sont disponibles sur Internet. Il faut savoir ici que Internet, ce n'est pas le web, c'est beaucoup plus vaste que ça. Le web n'est qu'une partie d'Internet. On dit que le web, c'est un service ou une application d'Internet. Donc, au même titre que le courrier électronique, la messagerie instantanée et le partage de fichiers. Généralement, on emploie le terme World Wide Web pour faire référence au web. Donc, le web n'est qu'une contraction du 3W, c'est-à-dire www. Prochain point, c'est quoi un serveur web? Un serveur web, en réalité, c'est un ordinateur puissant qui stocke et héberge des sites web. Donc, c'est sur cet ordinateur que se trouvent les pages web, c'est-à-dire tous les fichiers des sites internet auxquels on veut accéder. Le but du serveur web est de servir des clients. Donc, les clients ici sont appelés des navigateurs, d'où le nom serveur. Lorsqu'on parle de serveur web, on se retrouve également rapidement à parler d'hébergeur. Alors, l'hébergeur, c'est simplement l'entreprise propriétaire des serveurs web sur lesquels sont stockées les informations qui sont liées à un site web. Donc, on peut avoir par exemple LWS, E2Hosting, OVH et ainsi de suite, One&One, tout ce que vous pouvez bien connaître. C'est quoi un hyperlien? Donc, l'hyperlien ici, il s'agit d'une référence au lien qui permet de passer d'un document à un autre dans un système hypertexte. Sur le web, il permet de passer d'une page web à une autre à partir d'un simple clic de souris. Donc, pour vous illustrer un peu, vous avez ici sur l'image donc ces éléments. Une fois qu'on clique dessus, ça va par exemple ouvrir un son. Et là, lorsqu'on va cliquer dessus, ça va nous ramener sur cette page-ci et ainsi de suite. C'est généralement représenté dans les menus sur les sites web. Une adresse web, c'est simplement la chaîne de caractères ou bien l'URL, donc Uniform Resource Locator, qu'il faut saisir dans la barre d'adresse d'un navigateur pour accéder à un site ou à une page web. Donc sur l'image ici, vous avez un aperçu. Voici par exemple une adresse web, softengine.site.cm, qui va donc nous permettre d'ouvrir la page web site SoftEngine. Donc si vous tapez dans votre navigateur, vous allez avoir un aperçu. Passons maintenant au CMS. Un CMS, c'est simplement l'acronyme de Content Management System, donc en français, système de gestion de contenu. Il s'agit d'un programme informatique qui utilise une base de données ou plusieurs et qui permet de gérer l'apparence et le contenu d'un site web. On y reviendra un peu plus tard dans la section 5 sur la présentation de quelques CMS. Passons maintenant au fonctionnement du web.
Donc, il faut savoir déjà qu'un site web est développé à l'aide de langage de programmation web, puis il est hébergé sur un serveur web afin d'être accessible via un réseau qui peut être Internet, un intranet ou n'importe quel autre réseau tel que le Darknet. L'ensemble des sites web publics constitue donc ce qu'on appelle le web, donc le World Wide Web. Alors maintenant, comment fonctionne le web? Donc, une fois que nous avons notre navigateur devant nous, nous saisissons par exemple l'URL d'un site google.com. Une fois cette URL saisie, les moteurs de recherche vont nous rediriger vers un serveur contenant donc le site correspondant à cette adresse-là. Et pour donc nous envoyer les informations associées à cette adresse, le serveur va essayer de faire quelques recherches donc en base de données et récupérer la totalité des informations associées à cette URL. Il va ensuite fabriquer une page qui sera une page en HTML et de CSS. Il va également traduire ce code et le renvoyer pour que le navigateur puisse nous l'afficher sous une forme compréhensible par nous. Passons maintenant au fonctionnement d'un site web. Alors, surfer sur Internet, c'est un échange, c'est-à-dire une communication. Le web, c'est un système d'échange entre un client et un serveur. Le client, c'est notre navigateur, comme vu précédemment. C'est lui qui va nous permettre de voir le site web depuis notre ordinateur, depuis notre smartphone ou notre tablette. Un exemple de navigateur ici, c'est par exemple Google Chrome, Firefox, Mozilla Firefox, Safari pour Apple, Internet Explorer et bien d'autres. Donc le petit schéma en bas ici résume un peu le process d'accès à un site web ou d'une communication client-serveur. Donc le client qui est le navigateur va envoyer une requête HTTP au niveau du serveur. Le serveur va traiter la requête HTTP et récupérer certaines informations en base de données. Une fois que ces informations sont traitées, il va donc les assembler à son niveau ici et les renvoyer sous forme de page HTML au navigateur. Donc c'est le schéma simplifié. Maintenant, les types de sites web qui peuvent donc être trouvés, il en existe plusieurs et chacun d'entre eux a un objectif spécifique. Le premier site que nous citerons ici sont les sites de e-commerce ou les sites marchands. Ils ont donc pour vocation de permettre à des gens de présenter le contenu ou de vendre des produits. Les sites vitrines, ce sont généralement des sites utilisés par des entreprises pour exposer leurs produits. Ça peut être des réalisations, ça peut être leur activité en elle-même. Les sites institutionnels sont généralement utilisés par des organisations afin de partager certaines informations avec le public. Les sites portails, ce sont généralement des sites qui cumulent un ensemble de fonctionnalités, par exemple l'envoi d'emails, la messagerie instantanée et bien d'autres. Nous avons également les sites personnels qui peuvent être des blogs ou des portfolios sur lesquels des personnes physiques peuvent publier des informations régulières par rapport à leur expérience ou à leur réalisation. Donc la liste est loin d'être exhaustive. Nous avons également plusieurs autres types de sites tels que les sites communautaires, les sites collaboratifs et bien d'autres. Nous passons maintenant à la section sur le métier de développeur web. Le métier de développeur web. Un développeur web, c'est un informaticien spécialisé dans la programmation des applications du web ou des applications qui sont exécutées à partir d'un serveur web. Un développeur web ne se charge pas seulement de créer, il peut également apporter des solutions aux problèmes déjà présents sur un site ou dans une application web. Et donc, dans ce sens-là, il fera des travaux de diagnostic et de correction. Pour exercer ce métier, il faut apprendre les langages du développement web, c'est-à-dire le HTML, le CSS, du JavaScript, PHP, du SQL, du Java, peut-être de l'ASP également. Il faut également apprendre à utiliser quelques CMS et frameworks. Le développeur web doit être assez polyvalent, il doit être autonome, respectueux des délais, il doit être capable d'apprendre assez rapidement parce que le web évolue beaucoup et il y a énormément de technologies à prendre en main. Il peut exercer dans une agence web, une SSI,
une société de services en ingénierie informatique. Il peut également exercer en tant que salarié ou indépendant, ou bien il peut directement exercer chez le client. Il existe deux principaux types de développeurs web, développeurs web front-end et les développeurs web back-end. Concernant les développeurs web front-end, il s'agit de ceux qui sont spécialisés dans la création d'interfaces graphiques. Ils sont responsables de la partie visible des sites, des applications web. Les développeurs web back-end, eux, ils sont responsables de la partie invisible du site. Ce sont les traitements et les méthodes qui se passent en arrière-plan. Les deux catégories de développeurs sont complémentaires pour la création et le bon fonctionnement d'un site internet. Lorsqu'un développeur maîtrise à la fois les technologies du front-end et les technologies du back-end, on dit qu'il est développeur web full stack. Les habitudes des développeurs web. Pour être développeur web, il n'est pas nécessaire d'être fort en mathématiques. Donc il faut simplement avoir un esprit logique, il faut aimer résoudre des problèmes et surtout des problèmes liés à l'informatique, bien sûr. Donc pour être développeur, il faut faire de la veille technologique, puisque les technologies évoluent assez rapidement et qu'il y en a de nouvelles qui apparaissent un peu tous les jours. Il faut rapidement se mettre à niveau. Il faut pratiquer, surtout et encore, et il faut aimer la programmation. Parce que si vous relancez au premier bug, vous n'allez pas aller bien loin. Donc il faut pratiquer encore et encore, et il faut aimer ça. La présentation de quelques CMS. Commençons par les définitions. Nous avons déjà abordé ça précédemment, donc nous avons dit que CMS c'était l'abréviation de Content Management System, en français système de gestion de contenu. Et donc il s'agissait d'un programme informatique facilitant la création d'un site web en proposant des modèles de site, des interfaces graphiques et bien d'autres. En exemple de CMS, on peut citer ici WordPress, Joomla ou PrestaShop. Donc ce sont les CMS les plus connus. En termes de fonctionnalités, il faut dire que la plupart des CMS partagent des fonctionnalités parmi lesquelles ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document, sur un même site en réalité. Par exemple avec la gestion des rôles. Ils fournissent une chaîne de publication offrant la possibilité donc de mettre en ligne le contenu des documents. Ils permettent de préparer les opérations de gestion de la forme et du contenu. Ils permettent également de structurer le contenu, par exemple la gestion de la FAQ, les documents, la gestion du blog et des forums de discussion et bien d'autres. Donc une image illustrative nous montre globalement quelques éléments que la plupart des CMS nous permettent de gérer. Comment est-ce que les CMS fonctionnent? Il s'agit simplement d'un noyau central autour duquel d'autres fonctionnalités viennent se greffer. Donc le noyau central nous permet déjà de gérer des éléments de base tels que la création des différentes pages, et au fur et à mesure qu'on agrandit notre site, on agrandit ces différentes fonctionnalités. Donc les modules sont toutes les fonctionnalités annexes qui permettent de formaliser la page et d'y apporter des améliorations. C'est un peu comme sur l'image, par exemple, on peut rajouter des images, du texte, des graphiques, et ainsi de suite. En termes d'avantages, les CMS sont très accessibles, ils sont faciles à obtenir. Ils ont une rapidité de mise en place. En quelques clics, la plupart du temps, on peut les installer. Ils nous permettent de gagner énormément de temps parce que grâce à eux, on peut créer des sites web en quelques minutes. On n'a plus besoin de tout recommencer depuis zéro. Ils sont assez intuitifs, du moins l'interface d'administration est généralement assez intuitive. Ils sont soutenus par une communauté, ce qui est très bien pour la gestion des bugs ou des difficultés rencontrées peut-être pendant l'installation ou pendant l'utilisation. Ils sont faciles à maintenir et à faire évoluer. Ils sont économiques puisqu'on ne dépense pas énormément d'argent pour entrer en leur possession, vu que la plupart des CMS sont open source. En termes de limites, c'est un peu difficile de parler de limites des CMS parce qu'en réalité tout dépend du développeur qui s'en sert.
Donc si la personne qui s'en sert est suffisamment qualifiée, elle sera capable de pallier à la plupart des limites. Les limites les plus généralement rencontrées par les profanes sont la personnalisation limitée, puisqu'ils n'ont pas la maîtrise sur leur code, et la non-compatibilité avec tous les projets. Donc parfois, pour faire par exemple un site de e-learning ou un site de e-commerce, il faudrait pouvoir trouver le bon CMS. Et donc tous les CMS ne permettent pas de faire tout type de projet. Ils sont susceptibles d'être attaqués vu qu'ils sont ouverts au public et le code est également ouvert. Une fois qu'il y a une faille qui est détectée sur un seul CMS, la faille peut être tous les sites réalisés avec ce CMS peuvent donc être attaqués assez aisément. C'est pour ça qu'un besoin de sécurité profond y est. Donc pour la partie exercice, rendez-vous dans la section correspondante sur la plateforme learn.c.cm afin de valider vos acquis. Donc une fois que vous aurez terminé ce module de formation sur la création de sites web avec WordPress, vous pouvez obtenir votre attestation reconnue par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Rendez-vous dans l'épisode 2 pour la suite. Nous traiterons principalement de l'installation des outils et des configurations de base. Merci de continuer de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux.